va laisser le temps à Catherine Perrier et à Denis Levrault de s'installer. Ce sont les deux chaises qui leur tendent les bras. On a des accoudoirs là-bas. Effectivement, enchaîner aussi brièvement que possible pour que la parole vous revienne, parce que c'est essentiellement quand même pour vous entendre que nous vous avons invité. Alors, je me joins bien sûr aux remerciements qui ont été exprimés à Séverine Cachat et à Nolwenn Blanchard et à toute l'équipe du CFPCI qui ont accepté de nous accueillir et très bien nous accueillir dans ce beau monument historique du prieuré des Bénédictins de Vitré. Je remercie, c'est symétrique pour la 6e fois, mais je ne m'en lasse pas, mon camarade Jean-Jacques Casteret, avec qui, donc depuis octobre 2016, nous organisons ces rencontres de collecteurs. Et puis, bien sûr, les associations et leurs représentants, d'Astum 44, La Loure et quelques autres. Et enfin, mais c'est vraiment pas le moindre, donc ce trio féminin qui est à nos côtés, donc Eva qui a accepté d'animer cette journée, celle de demain, Marlène Belly qui est avec nous depuis le début, tantôt dans la fonction que va aujourd'hui et demain assurer Eva, sinon au minimum comme discutante, comme on dit, et elle interviendra donc pour poser des questions, demander des précisions avec l'acuité que certains d'entre vous lui connaissent. Et ma camarade Marie-Barbara de Gonildec, avec qui je travaille depuis 4 ans et un petit peu plus, puisque nous avons monté en 2013 un programme de recherche qui s'appelle Sources, Archives et Histoire institutionnelle de l'ethnomusicologie de la France, en abrégé SAIEF. Donc programme plutôt que nous avions présenté à celui qui à l'époque était le directeur de l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie des contemporains / laboratoire d'anthropologie et d'histoire de l'institution de la culture, ce qui donne en abrégé IAC-LAIC, donc une UMR, une unité mixte de recherche CNRS, EHESS, et tout ça n'a aucun intérêt. Ce qui est beaucoup plus important, c'est la personne à qui nous étions venus proposer ce programme de recherche qui s'appelait, parce que malheureusement il faut en parler au passé, Daniel Fabre, un géant de l'anthropologie française, malheureusement emporté beaucoup trop tôt par la maladie au début de l'année 2015. Ça fait déjà 2 ans et un petit peu plus qu'il est parti. Et en tout cas, Daniel qui nous a tout de suite ouvert les bras, nous a accueillis dans son labo et qui nous a donné les moyens de travailler en lançant d'abord un séminaire qui a duré 2 ans, et tant qu'il a été présent, il était très assidu aux séances et Dieu sait qu'il nous en a fait profiter. Et maintenant qu'il est parti, avec les équipes qui ont pris la relève au sein du labo, eh bien nous poursuivons. Ce programme, donc, il n'est pas strictement centré sur des ethnomusicologues, mais sur tout ce qui a procédé, intentionnellement ou pas, de la recherche ethnomusicologie du domaine français, dont, d'une façon ou d'une autre, auquel d'une façon ou d'une autre vous raccordez. Et ce programme de recherche, il a aujourd'hui, je dirais, 2 piliers principaux pour se développer. Le premier, c'est un projet de plateforme qui va nous permettre de mettre en ligne, enfin, l'ensemble des archives multimédia que les ethnomusicologues des ATP ont créées, rassemblées de 1939, mission Basse-Bretagne, à 1983-86, leur dernière mission dans les dom-toms. Donc ça, c'est un projet pour lequel nous avons obtenu des ressources de la COMU, dans la communauté d'université d'établissement que nous relevons, et qui devrait, si les choses continuent de bien progresser, être opérationnel, être mis en ligne d'ici 2020. Donc ça, c'est un premier projet que nous avons appelé les Réveillés, au féminin, bien sûr. Et puis l'autre projet, et c'est celui qui nous réunit aujourd'hui, il tourne autour donc de la figure du collecteur et des collectages de la phase du folk music revival, donc qui a en gros démarré en France dans les années 70 ou à la fin des années 60, en Bretagne, on le sait bien, plutôt avant.
et puis se poursuit plus ou moins activement dans certaines régions, et je crois que la Normandie est une des régions où aujourd'hui encore ce mouvement de collectage a gardé une réelle vitalité. Et c'est bien le caractère constitutif, déterminant et structurant dans le collectage, du collectage dans le revival français qui m'a paru important de mettre en valeur à un moment qui est un moment de passation de relais générationnel et un moment aussi où les figures plus ou moins notoires de ce mouvement sont encore en état, si je puis dire, de témoigner, tout à fait en état de, et m'a-t-il semblé, pour les contacts que j'ai pu avoir avec beaucoup d'entre vous, désireux de le faire. Désireux de le faire parce que un certain recul a pu être pris par rapport à ce moment l'existence. Pour la plupart d'entre vous, la séquence du collectage est une séquence terminée, mais enfin, en tout cas sur le plan de l'activité quotidienne, mais un moment qui reste vif et qui peut être revisité, un peu, je dirais, débarrassé des scories que au quotidien on avait pu rencontrer avec les tensions ou les oppositions. Donc ça, c'est la première raison qui fait que ce projet, dans le programme global de recherche SAIEF, a émergé. Et puis, c'est aussi parce que c'est un mouvement tout à fait essentiel. Alors même qu'au début, d'après ce que j'ai pu reconstituer dans mon travail d'historien, il avait un caractère pas nécessairement intentionnel. Autrement dit, je crois que, en tout cas c'est un peu l'histoire officielle du collectage, c'est qu'il est né d'un refus institutionnel, du refus que le musée des ATP avait opposé à celles et ceux qui leur demandaient au musée et au centre de recherche qui lui était associé, le Centre d'écologie française. Donc refus qui était opposé d'ouvrir la phonothèque, de laisser écouter les bandes, et a fortiori de les laisser dupliquer. Alors, c'est relativement exact. Plus exactement, on trouve documenté dans les archives du musée des preuves de ce refus, mais je pense, quand on creuse, et en particulier quand on s'intéresse à l'histoire de certaines associations comme l'UPCP, donc la grande association Poitevine, qu'en réalité, dans beaucoup d'endroits, et la Bretagne est également dans ce cas-là, on a commencé à collecter dans un cadre associatif principalement, à la limite même sans connaître l'existence des ATP et sans se soucier qu'ils ouvrent ou pas les trésors supposés. Mais clairement, cette espèce de fermeture assez désagréable des ATP a agi comme un stimulant, un peu comme un cristallisateur. Et ça, c'est quelque chose qui me paraissait important de reconstituer. Ensuite, le collectage, au passage, c'est un néologisme, et c'est un néologisme qui apparaît justement dans ces années 60-70. Avant, on parle de collecte, on parle de recueil, hein, la fameuse enquête Fortoul-Ampère, on parle du recueil des poésies populaires de la France, donc le terme de collectage est bien postérieur, et il semble bien que ce néologisme soit imputable, attribuable aux militants du folk revival. Et ça, c'est quelque chose... Alors, je ne sais pas si c'est spécifiquement français. Robert pourra nous dire si, de l'autre côté de l'Atlantique, le même mot émerge dans les mêmes années, compte tenu des échanges qui ont eu lieu entre Français et Québécois à l'époque. Ce ne serait pas tout à fait étonnant, mais en tout cas, c'est vraiment attribuable au mouvement. Troisième trait important que je voudrais rappeler, le collectage a été le support de l'institutionnalisation du mouvement des musiques traditionnelles au début des années 80. Donc au début des années 80, commence à se réunir, et beaucoup sous l'influence de ces associations dites de musiciens routiniers, donc commence à se réunir des assises de collecteurs, et certains d'entre vous y étaient peut-être, même sûrement. Au printemps 82, alors que depuis 6 mois,
il y a rue Saint-Dominique à Paris, un directeur de la musique qui s'appelle Maurice Fleuret, et qu'il y a depuis quelques semaines à ses côtés un chargé de mission de musique traditionnelle qui est l'ethnomusicologue Bernard Lorta-Jacob, ancien des ATP, viré au lendemain de 68 par les ethnomusicologues des ATP et rétabli au Musée de l'Homme, la maison d'à côté, hein, à l'époque Musée de l'Homme, Musée des ATP sont tous les deux à Chaillot. Donc au printemps 82 s'organise près de Rissorangis, en marge du festival de Rissorangis, festival de musique traditionnelle, pas encore de musique du monde, de musique traditionnelle. Donc s'organisent des assises des collecteurs auxquels sont conviés Maurice Fleuret, Bernard Horta-Jacob, François de Bannegardone et Philippe Crume. Et tous les quatre arrivent et les collecteurs qui sont présents commencent par engueuler copieusement Maurice Fleuret, qui ne se laisse pas démonter, on avait vu d'autres, et il en résulte la création d'une commission consultative des musiques traditionnelles qui est vraiment le début de ce processus d'institutionnalisation. Donc autant dire que le collectage a joué vraiment un rôle considérable. On peut dire que d'un certain point de vue, la création en 1984-85 de la FAMDT, qui s'appelle au début de la FAMT, le D viendra un petit peu plus tard, donc résulte assez directement de ces premiers contacts. Donc ça m'a paru absolument indispensable de réunir un matériau aujourd'hui très très dispersé sur ce mouvement et de s'interroger aussi sur l'évolution de la figure du collecteur. Parce que quand même, quelque part, certes, il y a cette génération des années 70-80, mais on peut dire aussi qu'elle prend la suite d'une très longue chaîne qui commence en France. Je ne parle pas d'autres pays européens où ça commence dès le XVIIIe siècle, mais en France, en tout cas, on peut dire que la chaîne, elle commence vraiment avec la fondation de l'Académie celtique, donc en 1804. Il y a un très très bel article de Mona Ozouf dans les Annales sur la création de l'Académie celtique, mais on peut dire que l'Académie celtique, aux assises des collecteurs de Rissorangis de 82, il n'y a pas de solution de continuité. Il y a bien entendu la publication du Parsas-Brace en 1839, il y a bien entendu la commission Salvandi, même si elle ne fait pas grand-chose sous la monarchie de Juillet, la création, le lancement de l'enquête Fortoul-Ampère, les publications des folkloristes qui se multiplient dans les premières décennies de la Troisième République, Poirot qui prend le relais, le début d'une éducation populaire qui s'intéresse énormément, des grands mouvements d'éducation populaire qui s'intéressent énormément à la chanson folklorique. William Lemaitre, c'est les années 30, William Lemaitre, grand ami de Jean-Michel Pilcher, et puis voilà, et on arrive comme ça très rapidement, avec également les instructeurs techniques nationaux, jeunesse et sport, dont Lemaitre fait partie. On arrive aux années 60 et au début du revivalisme. Et puis bien entendu, entre Poirot et les revivalistes, il y a les ATP. Les ATP avec donc cette petite cellule d'ethnomusicologues des ATP. Même s'il y a des oppositions doctrinaires, même s'il y a doctrinales, même s'il y a des appréciations très tranchées et très contrastées sur le travail des uns et des autres, il y a cette continuité chronologique qui me paraît importante, et je pense qu'il faut la prendre en compte dans l'appréhension du phénomène, et surtout s'attacher pour cette dernière génération, en attendant la suivante de collecteurs, qui commence donc dans les années 60. Il faut s'attacher à réunir le plus possible de matériaux. C'est comme ça que nous avons donc conçu ce programme de séminaire, et que nous avons réussi à mettre sur pied cette coordination d'ethnopôles. Donc le premier, bien sûr, c'est l'INOC, qui a été le premier sur le coup. En même temps, c'est au siège d'un autre ethnopôle que s'est tenu le premier séminaire, puisque nous nous sommes réunis à Villeurbanne, alors non pas dans les locaux, mais grâce au CMTRA, qui lui aussi, je crois que plus récemment que l'INOC, est un ethnopôle. L'une de nos dernières réunions de 2017 s'est tenue à Carcassonne, au siège du GARAE, un ethnopôle, et enfin aujourd'hui le CFPCI
nous accueille. Donc c'est vraiment un adossement délibéré à ce réseau des ethnopoles, avec lesquels, bien sûr, mais peut-être ne le savez-vous pas, mon laboratoire est en très, très grande familiarité, puisque le concept même d'ethnopole a été forgé par Daniel Fabre dans les années 70. Donc, je vais terminer peut-être en revenant à ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, l'idée, effectivement, c'est, comme nous l'avons fait avec celles et ceux qui ont bien voulu participer au séminaire précédent, donc vous inviter à faire un petit peu d'égo-histoire, à revenir un petit peu sur votre parcours, nous aider à avancer dans cette évaluation des collectages revivalistes. Mais notre ambition n'est pas de nous arrêter là. Comme le suggérait Jean-Jacques, nous envisageons à l'horizon de janvier 2019, donc dans un an, de faire un petit peu une évaluation rétrospective de ces 7 séances de séminaire des collecteurs, en ouvrant à la fois une comparaison internationale qui serait au minimum France-Italie, et qui permettrait donc, en réunissant un colloque probablement à Marseille et probablement dans les locaux du musée des civilisations d'Europe et de la Méditerranée, ce qui aurait du sens puisque c'est à certains égards le continuateur du musée des arts et traditions populaires. Donc notre idée, ce serait effectivement de faire un parallèle entre la France et l'Italie sur ces deux courants associatifs, société civile et institutions muséales et scientifiques. Est-ce que en Italie comme en France, on repère ces deux courants et comment se sont-ils comment ont-ils dialogué? Ont-ils eu deux cours séparés ou ont-ils connu des convergences? Donc nous ambitionnons de parvenir à monter ce colloque et à vous y inviter bien entendu l'année prochaine. Et puis ensuite, effectivement, il y aurait une certaine logique à amplifier l'enquête, à la systématiser, probablement par un procédé assez classique, qui est celui de l'enquête par correspondance, en s'appuyant sur un réseau de correspondants, et en essayant de toucher, effectivement, là cette fois-ci, non pas ceux qui ont bien voulu se rendre disponibles pour faire de la route et participer à nos rencontres physiques, mais répondre à cette enquête par correspondance et qui aurait donc un caractère prosopographique marqué, c'est-à-dire qu'on inviterait plusieurs centaines de personnes qu'on a commencé un petit peu à identifier, à répondre à des questions qui sont un peu celles auxquelles vous avez aujourd'hui accepté de répondre, mais donc en élargissant le cercle. Et si cette enquête qu'on réaliserait 2019-2020 apportait un matériau consistant, ce qui est évidemment la chose que nous souhaitons, il y aura inévitablement, il devrait y avoir des publications qui en seraient issues et qui contribueraient à me donner de l'activité si d'aventure, je risquais d'en manquer. Voilà. Je m'arrête là, afin qu'on puisse enfin démarrer la première table ronde, et je vais donc passer la parole à Eva pour qu'elle puisse organiser ces interventions des uns et des autres. Et une fois de plus, je la remercie d'avoir accepté d'être notre grande modératrice ou animatrice, et aujourd'hui et demain.